qu'on vous présente, vous excusez notre ami Patrick, on le remercie d'avoir fait le déplacement puisqu'il vient d'arriver. Et au niveau de l'association des pédiatres de langue française, on est fiers d'avoir notre président qui vient d'être réélu à l'unanimité des membres du conseil d'administration présents lors du congrès de la PLF, bien sûr avec M. l'inamovible, le secrétaire général Mustafa Bouhtari, et le trésorier c'est le Dr Robert Cohen, et bien sûr toutes les sociétés de pédiatrie francophone. Chaque société a 2 représentants et c'est le même nombre qu'à la Société française de pédiatrie depuis le dernier conseil d'administration au niveau du JPP avant le Covid. Donc c'est pour cela que je tiens à remercier notre président de la PLF et d'avoir accepté de continuer encore pour 3 ans. Vous sachiez que l'année prochaine, la PLF va se tenir en Tunisie. Nous avons avec nous le nouveau président de la Société tunisienne de pédiatrie, professeur Khaled Mounif. Et l'année d'après, ça sera chez nos amis sénégalais. Et on tient à remercier la forte présence de nos amis sénégalais. Bien sûr, on remercie tous nos amis africains, mais il y a une forte délégation du Sénégal qui nous fait plaisir. Vous savez, les liens séculaires qui unissent le Maroc et le Sénégal. Nous avons beaucoup de choses en commun. Tariqa Tijaniya. Donc, voilà, donc nous avons beaucoup de choses en commun et je tiens à remercier Madame la présidente de la Société sénégalaise de pédiatrie qui a fait le déplacement avec toute l'équipe de pédiatres du Sénégal. Et je dis à l'ensemble de nos amis africains qui sont les bienvenus. Et on est africain, même si on nous fait l'appellation de l'Afrique du Nord, mais on est africain à part entière. Et donc, ici, c'est l'Afrique, et c'est pour cela que c'est les rencontres africaines de pédiatrie. Et on voulait développer cette union entre les pédiatres africains et puis qu'on puisse faire des choses ensemble. Et bien sûr, avec comme pilote notre président de la PLF, c'est de son ressort de proposer des choses qui nous unissent tous. Et il faut dès maintenant penser à faire et lancer, puisqu'on a encore une année, lancer des travaux africains pour qu'ils soient présentés au niveau des congrès de la PLF. En attendant, voir, et je me retourne avec notre amie Madame Dr Longla, en attendant que la Société française de pédiatrie veuille bien donner une place à, on n'est pas encore arrivé à ça, veuille bien donner une place aux Africains, parce que ce sont les Africains qui remplissent vos congrès. Et comme vous avez voulu faire un congrès au mois de Ramadan, vous n'avez pas de personnes. Donc ça veut dire que c'est nous qui remplissons. Donc nous avons, il faut nous reconnaître cette présence-là parce qu'on est là et là. L'ensemble des pays africains ont eu leur indépendance, mais nous continuons à avoir des liens très privilégiés avec nos amis français. Et donc c'est très important qu'on puisse travailler ensemble et que vous puissiez faire cette faveur, qu'on puisse vraiment avoir le transfert nord-sud. Puisque maintenant, comme on a vu que ça tardait à venir, on est en train d'aller vers le sud-sud. Donc, c'est pour cela que vous avez affaire
et mon ami Patrick Toulion. Donc, merci encore à notre président de la PLF et je cède la parole à Mme Nonglar qui préside avec le Dr Kaderi cette session. Merci. Merci beaucoup et merci d'être revenu pour la session de l'après-midi. Effectivement, je vais me présenter. Je suis Agnès Ranglar, je suis pédiatre endocrinologue à l'hôpital Bicêtre. J'ai été pas mal impliquée effectivement dans la Société française de pédiatrie. J'ai eu l'honneur de travailler donc aux côtés de la PLF et du professeur Toulion et du docteur Moutari à cette occasion. C'est d'ailleurs un grand plaisir. Je suis donc très contente d'être ici, d'avoir été invitée pour modérer cette session aux côtés du docteur Kaderi. Je vous laisse vous présenter. Docteur Kaderi, pédiatre et membre du bureau de la santé. Voilà, donc on va donc commencer cette session. Alors évidemment vous connaissez tous le professeur Patrick Toulion, qui est professeur de pédiatrie à l'hôpital Trousseau à Paris à la Sciences Publiques et gastro-entérologue pédiatre, expert en nutrition. Et donc on va avoir 3 communications sur une période assez courte de 45 minutes. On a donc décidé de grouper les 2 premières communications qui sont sur des thématiques assez proches. La première sur les nouvelles recommandations de supplémentation en vitamine D, la deuxième sur le complément alimentaire, et puis on fera les questions à la suite de ces 2 premières communications et on passera, on aura ensuite une 3e communication sur la prévention de l'obésité. Alors, cher Patrick, je te laisse la parole. Merci Agnès, merci Dr Kaderi, merci à la belle introduction de Saïd Afif qui n'a pas son pareil pour parler. Donc on va très rapidement faire ces 3 communications. J'avais 3 communications courtes, hein. J'aime bien parce qu'on copie les GIRP, les questions flash aux GIRP qui ont été inventées par les GIRP et qui sont repris maintenant un peu partout. Comme ça on ne s'embête pas, un quart d'heure et c'est fait, ne perdons pas de temps. Alors, tout récemment, parce que ça a été publié en 2022, les Français ont fait de nouvelles recommandations. Le groupe de travail était dirigé par Justine Baqueta, le premier auteur, et Agnès Ranglar, la présidente de la modératrice aujourd'hui. Donc ils sont les premiers et derniers auteurs. Moi je les avais juste sollicités depuis plusieurs années pour qu'elles changent, donc je suis ravi qu'elles aient enfin répondu à ça. Donc vous voyez, on était 16 auteurs qui venaient d'un peu partout en France, et surtout ces recommandations ont été approuvées par l'ensemble des sociétés savantes impliquées dans la vitamine D. Vous voyez, toute la liste est amenée ici. Alors pourquoi, très rapidement, doit-on supplémenter en vitamine D? Vous voyez, quand on reprend les apports recommandés en vitamine D, que ce soit les apports européens, l'ANSES français qui ont repris les recommandations de l'EFSA, donc de l'Europe, vous voyez que c'est à peu près 10 à 15 microgrammes par jour. Si vous voulez convertir, un microgramme, c'est 40 unités. Je remercie Agnès de m'avoir permis de reprendre une de ces diapositives. Vous voyez ce qu'il faut manger pour apporter 5 microgrammes de vitamine D. C'est le poisson qui apporte le plus de vitamine D. Je vous rappelle que c'est 10 microgrammes et pour les plus grands, 15 microgrammes. Donc vous voyez très bien que ça n'est pas possible d'assurer par l'alimentation les apports en vitamine D. Et donc, les recommandations que nous avons réalisées sont les suivantes. Elles ont été simplifiées par rapport aux précédentes, et regardez, elles sont d'une extrême simplicité. Entre 0 et 2 ans, 400 à 800 unités par jour, quelle que soit la couleur de peau, quel que soit le mode d'alimentation, nous allons le dire. À partir de 2 ans et jusqu'à 18 ans, idéalement, c'est une supplémentation quotidienne, la même, mais les Français ne sont pas très dociles, donc on s'est dit que donner tous les jours de la vitamine D, notamment aux adolescents, c'était sûrement compliqué. Et c'est pour ça que si on n'arrive pas à attraper l'adolescent tous les jours, c'est 50 000 unités tous les 3 mois. Et au pire du pire, 80 à 100 000 unités, une fois en automne, une fois en hiver. En cas d'enfant à risque, peau pigmentée, peau non exposée au soleil, obésité, végétalisme, on double les doses. 800 à 1600 au lieu de 400 800, 50 000 unités toutes les 6 semaines ou 80 à 100 000 unités tous les 3 mois.
voyez, c'est d'une extrême simplicité. Alors, dans les précédentes recommandations, qui n'avaient pas été faites par des véritables experts du calcium et de la vitamine D, comme le sont Justine Baqueta et Agnès Linglard, il y avait une différence entre les enfants allaités et les enfants qui ne l'étaient pas. On a eu bien sûr une discussion dans notre groupe de travail, et voilà un travail sur pratiquement 1000 nouveau-nés, randomisés pour recevoir soit 400 unités par jour, soit 1200 unités par jour, qui étaient les anciennes recommandations, donc 3 fois plus. Vous voyez que la plupart restent allaités au bout de 6 mois, et ils ont été suivis pendant 2 ans. Vous voyez, le groupe en orange, c'est le groupe qui a reçu 1200 unités, en bleu, c'est celui qui a reçu 400 unités, et la barre rouge, c'est la limite au-dessus de laquelle on aimerait être. Et vous voyez que quel que soit le dosage, on est au-dessus de cette limite, et en plus, la minéralisation osseuse de ceux qui avaient reçu 400 unités était la même que ceux qui avaient reçu 1200. C'est pour ça que nous n'avons pas fait de distinction, ce qui a simplifié les choses, entre les enfants allaités et ceux qui ne l'étaient pas. Alors, on a aussi discuté sur les nombreuses autres situations qui peuvent justifier une augmentation de la supplémentation en vitamine D. Bon, je vous montre la liste très, très rapidement. Et on a décidé que c'était les sociétés savantes spécifiques, les gastro-entérologues pour les cholestases et les maladies inflammatoires, les néphrologues pour les syndromes néphrotiques, etc., qui donnaient ces recommandations. Et il fallait donc s'adapter à chacune des sociétés savantes pour voir quelle supplémentation faire. L'autre question qui se posait, c'était le cas des prématurés. Les prématurés sont des enfants à risque de vitamine D pour 3 raisons. La première, ils ont des stocks insuffisants. Le stock de vitamine D se fait au cours du dernier trimestre de la grossesse. Ils sont prématurés. Deuxièmement, leur absorption intestinale est souvent insuffisante, notamment lorsqu'ils ont des problèmes intestinaux. Et puis, bien évidemment, ils ne vont pas bronzer au soleil. Et il a été montré que la carence en vitamine D à cet âge était associée à un risque accru de détresse respiratoire, de dysplasie bronchopulmonaire et d'entérocolite ulcéronécrosante. Inversement, ils sont à risque de surdosage en vitamine D. D'où l'importance d'en donner suffisamment et de les surveiller. Et voilà donc les recommandations que nous avons produites. Donc, pendant le séjour hospitalier, donc à l'hôpital, tant qu'ils sont encore prématurés, ils doivent recevoir un tout petit peu plus, vous voyez, 600 à 1000 unités par jour. Mais on doit tenir compte de tous leurs apports en vitamine D. Le lait qu'ils reçoivent, la supplémentation éventuelle qu'ils ont eue pendant la grossesse. On sait que la supplémentation pendant la grossesse augmente les taux de vitamine D chez les nouveau-nés. Les mères naturistes ont des nouveau-nés qui ont des taux importants de vitamine D et du poids de naissance. Mais après le retour à domicile, toujours dans un souci de simplification et bien sûr étayé par la science, c'est les mêmes recommandations que la population générale. C'est donc très simple. Néanmoins, chez ces enfants-là, il faut surveiller la 25 OHD. S'il est inférieur à 32 semaines ou inférieur à 1500 grammes, et là, on fera un dosage à 1 mois et demi pour s'assurer qu'on n'est ni en surdosage, ni en sous-dosage, avec comme cible 20 à 50 nanogrammes par millilitre. La question qui se posait en France aussi, c'était les Français d'outre-mer. Alors, les Français d'outre-mer, la plupart ont la peau pigmentée, mais ils ont l'avantage d'être au soleil. On n'avait pas de travaux sur les Français d'outre-mer, mais on avait des travaux aux États-Unis avec les Noirs et les Blancs américains. Et après une longue discussion, on a simplement décidé, toujours dans un souci de simplification étayé par la science, qu'on ne changeait pas pour les enfants à peau pigmentée. Là, ça vous concerne parce qu'en Afrique du Nord, je ne parle pas bien sûr de l'Afrique subsaharienne, mais en Afrique du Nord, il y a des peaux blanches, il y a des peaux foncées. Et donc, si on extrapole, on doit faire les mêmes recommandations en sachant que vous avez du soleil partout, ce qui n'est pas le cas de chez nous. Alors, les points importants pratiques, notamment sur les modalités d'administration de la vitamine D. Premièrement, l'idéal, c'est de donner une supplémentation quotidienne. Je vous ai parlé des difficultés d'observance. Prendre tous les jours de la vitamine D, c'est déjà difficile quand l'enfant a moins de 2 ans, mais on imagine chez un adolescent. Pourquoi c'est mieux de prendre la vitamine D tous les jours plutôt que de prendre des doses de charge? Tout simplement parce que lorsqu'on a une dose de charge, on a un pic hypercalcémique. Et ces pics hypercalcémiques, on avait beaucoup de néphrologues dans notre groupe de travail, favorisent à la fois les lithiases urinaires et la néphrocalcinose. En revanche, je ne sais pas si c'est fait au Maroc, je sais que c'est beaucoup fait en Algérie, on a définitivement proscrit les ampoules de 200 000 unités qui donnent des pics, et les néphrologues étaient très très inquiets, donnent des pics hypercalcémiques et sont le lit de lithiase et surtout des néphrocalcinoses ultérieures. L'autre question qui s'est posée, c'est
on propose tous les jours ou tous les 3 mois. Pourquoi pas une fois par semaine, ce qui n'était pas idiot. Eh bien, on n'a pas pu le recommander parce qu'il n'y avait pas d'études, mais certaines personnes importantes du groupe de travail ont avoué que c'est ce qu'ils faisaient avec leurs enfants. Ils leur donnent 7 fois la dose quotidienne, une fois par semaine, ce qui n'est pas idiot. Par exemple, le dimanche, le samedi, celui que vous voulez, 7 fois la dose quotidienne, une fois par semaine. Pourquoi pas? Mais il n'y a pas d'études, on n'a pas pu le recommander. Enfin, quand et comment administrer la vitamine D? Alors, on peut prendre à n'importe quel moment de la journée. C'est une vitamine liposoluble, donc elle est absorbée avec les lipides, d'où l'importance de le donner pendant un repas, ou avec du lait infantile par exemple. Et attention, c'est de l'huile, hein, donc ça adhère au plastique, ça adhère au verre, donc l'idéal c'est de le mettre soit directement dans la bouche, soit dans une goutte de lait. Il faut éviter de le mettre par exemple dans une cuillère qui risque de ne pas être totalement absorbée. Je ne sais pas si vous avez le problème en Afrique, mais nous, on a depuis l'histoire, vous avez sûrement entendu parler de l'histoire du Mestérol ADEC, hein, qui a été interdit pour des raisons assez bizarres, on va dire. Et donc, de plus en plus de parents se tournent vers des compléments alimentaires, on va en parler juste après, des compléments alimentaires qui ne sont pas des médicaments, donc dont le dosage n'est pas parfaitement vérifié par les agences du médicament. Et vous voyez, dans beaucoup de pays, ont déjà été décrits, notamment aux US, où on utilise beaucoup de compléments alimentaires, ont déjà été décrits des cas de surdosage, et on a eu des cas de surdosage aussi en France. Donc, je ne sais pas s'il existe beaucoup de compléments alimentaires ici à base de vitamine D, mais un médicament a son dosage qui est parfaitement établi et vérifié par les autorités compétentes, ce qui n'est pas le cas des compléments alimentaires. Alors voilà les cibles que nous nous sommes fixées. La cible idéale, c'est 30 à 60 nanogrammes par millilitre. Vous voyez que tout à l'heure, pour le prématuré, on avait un peu raccourci la cible. On parle de déficit au-dessous de 20 et de toxicité au-dessus de 60. Au-dessus de 80, pardon. Entre 20 et 30, ben, c'est limite, et entre 60 et 80, c'est limite. Donc voilà les 3 choses qu'il faut retenir. Enfin, dernier point, quand doser la vitamine D plasmatique? Sûrement pas systématiquement. On fera uniquement un dosage de la 25 OHD, donc prémétabolique de la vitamine D, et c'est assez spécifique de chaque laboratoire. Donc idéalement, c'est de faire le dosage dans le même laboratoire. Donc à qui le faire? Sûrement pas à tous, encore une fois. S'il existe des antécédents familiaux d'hypersensibilité à la vitamine D, qui, vous savez, nécessitent parfois un arrêt de la vitamine D pour éviter les hypercalcémies, en cas d'antécédent d'hypercalcémie, d'hypercalciurie, de lithiase urinaire ou de néphrocalcinose, le but étant bien évidemment de rechercher le surdosage. Et puis pour le sous-dosage, si on a des signes de rachitisme, bien évidemment qu'on va doser la vitamine D. Donc, en conclusion, quels sont les messages qu'il faut retenir de ces nouvelles recommandations françaises qui ont été publiées il y a quelques semaines? Donc, l'alimentation ne permet pas d'assurer les apports en vitamine D, d'où la supplémentation qui est nécessaire de 0 à 18 ans. Vous savez qu'il vaut mieux continuer après. Moi, j'en prends, Agnès en prend, tout le monde prend de la vitamine D et ça ne fait pas de mal, ça peut faire du bien au-delà même du métabolisme phosphocalcique. La posologie doit être doublée chez les enfants à risque. Elle est inchangée chez les nourrissons allaités, les prématurés après retour au domicile et les Français d'outre-mer. Et seuls les médicaments approuvés par les agences compétentes doivent être prescrits. Enfin, la cible, c'est 30 à 60 nanogrammes par millilitre. Voilà, comme ça j'ai mis 12 minutes. Je vais directement aller sur la suivante parce que c'est bien, c'est très, très court. En plus, vous mangez de la glace. Vous savez que la glace, c'est très très bien pour faire digérer, ça accélère la mélange gastrique. J'aurais pu avoir la flèche. Monsieur, j'ai plus accès à la flèche.
questions en attendant, on peut peut-être prendre une ou deux questions pour le professeur Trublian. Est-ce que vous avez des questions sur la supplémentation en vitalité? Merci beaucoup, en fait c'est très clair. Mais je voulais revenir aux mères qui allaitent, parce qu'au Maroc, en fait, l'automédication est très facile. Et beaucoup de mamans qui ne s'exposent pas au soleil prennent comme ça de la vitamine D. Alors, est-ce que vous tenez compte de la prise de vitamine D chez les mamans qui allaitent? On tient compte de la prise de vitamine D chez les mamans qui allaitent. Je vais faire comme a fait Mostafa tout à l'heure. La vraie experte, c'est Agnès, donc je vous laisse la parole. Il y a très peu de vitamine D qui passe dans le lait maternel, donc vous ne tenez pas compte de si l'enfant est allaité ou pas allaité, et il faut faire une supplémentation, quelle que soit la supplémentation maternelle ou non. Et de toute façon, il faut recommander une supplémentation à la mère, puisque quand la mère est allaitante, il y a un des besoins en calcium qui sont une sollicitation du calcium pour la mère qui est très importante. Donc de toute façon, elle, il faut lui recommander de prendre de la vitamine D. Mais ça ne va pas changer ce que vous allez prescrire en termes de supplémentation en vitamine D pour l'enfant. Pour tous les enfants, de toute façon, comme l'a dit le professeur Trublian, c'est de 400 à 800 unités de vitamine D. Sauf les prématurés où c'est un petit peu plus. Je suis prêt, mais c'est vous qui passez à l'écran. On a une autre question. S'il vous plaît, pour la femme enceinte, quelle dose il faudra donner et quand? Vas-y, Agnès. Non, je laisse la voix. Mostafa, tout à l'heure, elle m'a fait parler, maintenant je fais parler Agnès. C'est elle la grande spécialiste française de la vitamine D. Alors pour la femme enceinte, je pense que ça dépend des pays, parce qu'il y a beaucoup de recommandations nationales en fait, pour la vitamine D, ce qui est un petit peu paradoxal, puisqu'on devrait vraiment avoir des attitudes un peu internationales. Après, il y a aussi des questions d'ensoleillement qui peuvent intervenir. L'idée, c'est chez la femme enceinte, c'est d'avoir une supplémentation par trimestre et au moins au 3e trimestre, une ampoule de vitamine D à 100 000 unités ou 400 à 800 unités par jour au cours du 3e trimestre. Mais une ampoule à 100 000 unités au début du 3e trimestre, ça, ce sont les recommandations françaises. Il y a eu un article qui a montré qu'elles étaient très peu suivies, ce qui expliquait le taux important d'hypocalcémie du nouveau-né, que vous connaissez très très bien, parce que les nouveau-nés ont un taux de vitamine D qui est très bas, qui est souvent autour de 10-12 nanogrammes par ml, ce qui est très très bas, qui est dans la zone de déficit important, et qui explique le taux d'incidence de l'hypocalcémie. Et tu confirmes qu'il faut continuer à en prendre quand on est adulte? Absolument, absolument. Qui prend de la vitamine D ici? Les autres penseront à nous quand ils auront une fracture du col fémur. Et puis, il y a autre que l'os, il y a un effet sur la fonction musculaire, la diminution des maladies auto-immunes, l'incidence du cancer, il y a tout un tas d'effets bénéfiques, autres que le diabète aussi. Exactement. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Je voudrais juste échanger avec vous ce qu'on fait à l'échelle nationale, ce qui n'est pas forcément bon, mais qui correspond à ce qu'on pourrait faire dans un programme de santé publique. Alors nous, les femmes enceintes sont supplémentées au 3e trimestre. Seulement, il leur donne 200 000 unités internationales. Sachant que toutes les études qu'on a faites chez la femme enceinte, les taux de carence sont très élevés. Donc, on a fait un appel en tant que comité de nutrition au niveau du département du ministère à ce qu'on révise ces recommandations pour une supplémentation trimestrielle, comme vous avez dit. Chez l'enfant, on supplémente à 200 000 unités à la naissance et à 6 mois, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Seulement, c'est fait parce que ce sont les points de contact qu'on a avec ces enfants au niveau des centres de santé. Parce que la supplémentation quotidienne, comme vous savez, pose des problèmes de compliance. Il y a une réflexion qui est en train d'être faite sur comment créer des points de contact pour améliorer justement ces prises. Bon, les prématurés, on n'a pas de problème, ils sont supplémentés quotidiennement jusqu'à ce qu'ils atteignent. Mais ce qu'on ne fait pas, ce sont des dosages dont vous avez parlé à 1 mois
Et là, je vous pose s'il vous plaît la question, est-ce que le dosage de la vitamine D seule est suffisant ou faut-il faire un bilan phosphocalcique plutôt à l'âge de 1 mois? Je pense que c'est suffisant, Agnès va confirmer, c'est suffisant. Par contre, si c'est pathologique, peut-être qu'on peut poursuivre, Agnès. Oui, c'est ça, mais dans la population générale, le dosage de la vitamine D n'est pas recommandé. Il n'est recommandé. je parle Là, de c'est prématuré. prématuré. Non, je parle de prématuré. Ah, le prématuré, oui. Alors là, effectivement, le dosage de la 25H, il est suffisant, sauf si vous êtes dans une situation pathologique. Un préma qui a des fractures, un préma qui a des phosphatase alcaline élevées, un préma qui a une hypocalcémie. Là, il faut faire un bilan phosphocalcique complet, y compris les dosages urinaires, parce que la calciurie, le rapport calcium sur créate urinaire ou phosphaturie sur créatinurie est très instructif sur l'ensemble du bilan. Donc là, effectivement, il faut faire un bilan complet. Je voudrais revenir sur la dose à 200 000 unités, qui est dans les papiers. Ça a été très bien démontré que ça donne vraiment un pic, et comme l'a dit professeur Tougnan, une hypercalcémie et une hypercalciurie prolongée avec un risque de néphrocalcinose, surtout chez les nouveau-nés de petits poids, les prémas qui ont un rein avec une masse néphronique réduite. Et donc là, il y a un vrai risque de lithiase urinaire. Donc, même s'il y a des points de contact que à 1 mois et à 6 mois, ou à 0 et 6 mois, chez les nouveau-nés, la dose à 200 000 unités, moi, me paraît excessive. Et je pense qu'une ampoule à 100 000 serait préférable à cet âge-là. Vous avez pas fait quand même. Mais on est parti de 600 000 unités. Hein. Ouais, Mais on a vécu beaucoup de pédiatrices dans la salle, on a vécu des intoxications catastrophiques. Absolument. Vous avez beaucoup de néphrocalcinose. Dans ce qu'on avait, les 600 000 unités, énormément. Il faut dire qu'avec les 200 000 unités, on en voit beaucoup moins, mais effectivement, on doit arriver. Mais ce qui est rassurant, c'est que les recommandations nous rassurent parce qu'on n'a jamais séparé entre allaitement maternel et allaitement artificiel pour recommander la supplémentation des faibles poids. On continue. Alors, pour rester dans la supplémentation, les compléments alimentaires. Alors, en France, j'ai pris bien sûr l'exemple de la France. On va dire entre 2006 et 2015, il y a eu une augmentation. 19% des petits Français prennent des compléments alimentaires. Alors, quand on parle de compléments alimentaires, il y a les médicaments, par exemple la vitamine D, c'est un complément alimentaire, et il y a les compléments alimentaires autres qu'on prend, les vitamines par exemple, pour ouvrir l'appétit. Alors, c'est lesquels en France qui prennent les compléments alimentaires? Je pense que ça doit être la même chose au Maroc et ailleurs. Vous voyez que c'est surtout dans les milieux socio-culturels favorisés qu'on prend des compléments alimentaires, et surtout en période hivernale, automno-hivernale, parce qu'on a le mythe que prendre des vitamines, ça protège contre les infections. Alors, la question qui peut se poser, c'est tous ces gens qui prennent des compléments alimentaires, et vous avez vu qu'en France ils sont nombreux, je suis sûr que partout dans le monde ils sont nombreux, est-ce que c'est utile ou est-ce que ça ne sert à rien? Alors la grande question qu'on se pose, c'est quand on dit vitamines, on pense végétaux. Et la question, c'est les nombreux enfants qui ne mangent pas beaucoup de végétaux, est-ce qu'ils ont besoin des compléments vitaminiques? Alors si on reprend les apports nutritionnels spécifiques des végétaux, c'est-à-dire ceux qu'on ne peut pas trouver dans les autres produits, y compris les féculents, qui sont aussi des végétaux. Ça apporte des fibres et des antioxydants, encore les féculents en amènent, et ça amène 2 vitamines particulières qu'on peut retrouver dans les produits d'origine animale, mais en quantité nettement moindre. La B9, l'acide folique et la vitamine C. Alors, on va régler tout de suite le problème des fibres et des antioxydants. Les carences n'existent pas. Alors, y compris la constipation. On dit souvent, ben voilà, si la place est de fibres et être constipé, ça serait trop simple. La vraie constipation ne guérit que par des traitements médicamenteux. Restent les 2 vitamines que j'ai mis en exergue. La carence en acide folique d'origine nutritionnelle n'existe pas. J'ai mis sont exceptionnelles, parce que tout existe, mais elles sont exceptionnelles. Effectivement, les aliments riches en vitamine B9, acide folique, ça vient de feuilles. Donc, c'est les légumes verts à feuilles, salade, épinards, endives, les fruits, les graines, mais on en trouve aussi dans les fromages, on en trouve dans les œufs, on en trouve dans le foie. Bref, les carences nutritionnelles d'acide folique ne se voient pas. Quand est-ce qu'on en voit? Lors de la récupération de l'anémie, vous savez qu'on a besoin d'acide folique pour refabriquer les éléments figurés du sang, et le problème de la spina bifida, in utero, mais qui n'est pas pédiatrique. Donc, carence en B9, ça n'existe pas,
à moins, même quand on a des régimes très très pauvres en végétaux, on en retrouve ailleurs. Là, c'est la vitamine C. La vitamine C, qui est vraiment une vitamine, j'allais dire, quasi purement végétale. On en trouve un tout petit peu dans les abats, mais si on ne mange pas du tout de végétaux, on risque d'être carencé en vitamine C. Mais c'est justement ça qu'il faut faire, c'est-à-dire n'avoir aucun produit végétal frais, et ceci pendant au moins 1 mois, probablement davantage, 3 mois, certains disent même 6 mois. On a une réserve en vitamine C. Donc ces très nombreux enfants, les petits Marocains, les petits Algériens, les petits Tunisiens, sont sûrement les mêmes que les petits Français, hein, ils n'aiment pas plus les légumes. L'être humain n'est pas attiré par les légumes, c'est pas un hasard. Donc, comme ils mangent moins de légumes, donc ces très nombreux enfants qui mangent très peu de légumes n'ont aucun risque de carence en vitamine C. Pour être carencé en vitamine C, il faut manger 0, et ceci pendant plusieurs mois. Et ça se voit surtout chez certains autistes qui ont une hypersélectivité alimentaire, qui mangent 5 aliments différents, et c'est là où on peut voir des gingivites hémorragiques, hypertrophiques, comme vous voyez là sur la photo. Alors, en France, vous savez qu'on a un slogan, 5 fruits et légumes par jour, qui est diffusé aux enfants. Je l'ai peut-être déjà dit à certains, mais j'aime bien rappeler d'où ça vient, ce fameux slogan. Ça vient d'une étude qui a été publiée il y a maintenant 18 ans, l'étude Sudimax, qui a, chez 13 000 hommes et femmes de 35 à 60 ans, donc vous voyez qu'on est très loin de la pédiatrie, ces hommes et ces femmes ont reçu pendant 8 ans soit un placebo, soit des gélules qui contenaient des vitamines et des antioxydants. Et donc pendant les 8 ans, on a suivi ces individus pour voir si ça prévenait les maladies cardiovasculaires et ischémiques et les cancers. Chez les femmes, le problème est résolu, ça ne prévient rien. Alors, ils s'en sont sortis en disant que les femmes étaient des grosses consommatrices de fruits et légumes, ça expliquait probablement ça. Chez les hommes, aucune prévention cardiovasculaire. La seule chose qui a été trouvée, c'est une prévention des cancers, et notamment des cancers du côlon. Il faut savoir que la poursuite de l'étude a quand même montré que ça augmentait, pour des raisons obscures, ça augmentait le risque de cancer de la prostate et de cancer bronchique. Donc vous voyez, il y a quand même une balance à respecter. Et donc, néanmoins, c'était une très très belle étude. On a voulu traduire le contenu de ces vitamines en fruits et légumes. Et si on choisit bien ces fruits et légumes, eh bien ça correspond à peu près à 5 portions de 80 grammes de fruits et légumes. D'où les 5 fruits et légumes par jour. En réalité, si on ne les choisit pas, parce que là il faudrait vraiment les choisir, prendre des rutabagas, des myrtilles, enfin c'est assez compliqué à faire, en réalité c'est 10 portions de fruits et légumes. Mais on s'est dit si on dit 10 fruits et légumes par jour, déjà ça ne passera pas, donc on a dit 5 fruits et légumes par jour. Donc vous voyez que ces fameux 5 fruits et légumes par jour qui sont encore recommandés dans les dernières recommandations institutionnelles ne reposent sur rien du tout, et encore moins chez l'enfant. Donc, n'ayons pas peur des vitamines, donner des vitamines, ça sert strictement à rien. Alors, juste un focus quand même sur la vitamine C. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous prennent de la vitamine C en hiver, ou prescrivent de la vitamine C en hiver, pour prévenir les infections virales, notamment les rhumes. Alors voilà une méta-analyse assez amusante, qui a montré qu'effectivement, c'est des doubles aveugles contre placebo, la prise régulière de vitamine C, quand je dis régulière, il faut en prendre tout le temps et pendant tout l'hiver, plus de 200 mg par jour, ce qui est beaucoup. Alors, ce qui est très curieux, c'est que ça ne diminue pas l'incidence des rhumes, mais ça en diminue la durée et la sévérité. Bon, on fait autant de rhumes, mais ça dure un peu moins longtemps et on se mouche un peu moins. Bon, voilà, on en prend ce qu'on veut, hein. Ça ne me paraît pas très très propre. Bref, pour terminer sur les vitamines, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à prendre des vitamines pour prévenir quoi que ce soit, en dehors bien évidemment de carences avérées, ou je ne parle pas de la vitamine D, ou des situations qui nécessitent des supplémentations, par exemple les insuffisants pancréatiques doivent avoir des vitamines liposolubles, etc., etc. Mais pour le tout venant, ça n'a strictement aucun intérêt. Alors un autre complément qui est souvent prescrit, c'est les oméga 3. Les docosahexaénoïques, docosahexaénoïques, c'est-à-dire des acides gras polyinsaturés dont on sait qu'ils sont extrêmement utiles pour le développement et le fonctionnement cérébral. Alors là, il y a deux travaux qui peuvent laisser perplexe. Vous voyez, ici, c'est une méta-analyse. Hein. Vous voyez tous les travaux en abscisse qui ont été colligés avec la dose de 450 mg de PADHA quotidienne
Et toutes les petites étoiles que vous voyez, ça a un effet significatif avec une amélioration des performances cognitives. Donc, tous les travaux ne montrent pas ça, mais certains travaux montreraient que supplémenter en EPA et en DHA améliorerait les performances cognitives. On va y revenir. L'autre méta-analyse que j'ai trouvée, c'est sur l'hyperactivité et les troubles de l'attention. Effectivement, dans cette méta-analyse, avec beaucoup moins de travaux néanmoins, il a été montré que les EPA et les DHA pourraient améliorer les TDAH. Alors, on sait que quand on parle avec les psychiatres, je parle des psychiatres comportementalistes, hein, c'est-à-dire les vrais scientifiques, ceux-là prescrivent assez facilement des oméga 3. Et dès qu'il y a des troubles psychologiques, et ils relatent, c'est observationnel, un effet, notamment sur les TDAH, et pour les performances cognitives, c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est pas complètement faux, mais vous savez qu'il est recommandé de manger 1 à 2 portions de poisson par semaine. Si c'est facile de faire manger de la viande et des produits laitiers à un enfant, ce qui est sûrement le plus compliqué, c'est de leur proposer du poisson, parce que les enfants aiment moins le poisson que la viande et les produits laitiers. Mais on sait aussi que la consommation régulière de poisson, selon les recommandations, améliore les performances cognitives. Et donc les travaux précédents, c'est peut-être simplement le reflet d'enfants qui ne mangent pas assez de poisson, et grâce à la supplémentation de l'EPA et de la DHA, qui sont les acides gras polyinsaturés qui sont amenés par les poissons, eh bien on fait comme s'ils mangeaient suffisamment de poisson. Mais pour revenir à quelque chose de naturel, si on suit les recommandations qui sont 1 à 2 portions de poisson par semaine chez les enfants, à partir du moment où ils n'ont plus de lait de croissance ou même avant, eh bien on aurait probablement le même effet. Enfin, un phénomène qui s'aggrave de plus en plus en France et qui ne peut pas ne pas arriver sur le continent africain, c'est les végétaliens. Donc ces jeunes, de plus en plus jeunes, qui ne veulent plus manger de produits d'origine animale, soit pour des raisons de souffrance animale, de protection des animaux, soit de plus en plus avec l'endoctrinement écologique qu'on subit tous les jours et le rôle délirant que ça pourrait avoir sur le réchauffement climatique. Je ne vais pas entrer dans ce débat, vous imaginez mon avis. Eh bien, avec le groupe francophone de gastroentérologie et nutrition pédiatrique, c'est-à-dire la Société savante de nutrition pédiatrique, on a déjà, il y a plusieurs années, fait les recommandations. Voilà, les végétaliens qui ne mangent pas de produits d'origine animale doivent être supplémentés en fer. Alors il faut savoir que certains végétaliens ne sont pas carencés en fer. On pourra revenir dans la discussion si vous voulez, donc on dose la ferritinémie avant. Tous doivent être complémentés en calcium, 500 mg par jour. Tous en vitamine D, c'était, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un enfant à risque, donc on double la dose, 50 000 unités toutes les 6 semaines. En B12, hein, la B12 étant une vitamine exclusivement d'origine animale, donc ils sont tous carencés. Et puis en DHA, parce qu'ils ne mangent pas de poisson. Donc soit on peut utiliser les micro-algues qui sont riches en DHA, c'est des végétaux, soit on a une huile en France qui s'appelle l'huile quintessence. Je ne sais pas si vous connaissez cette huile. C'est une huile qui est un mélange d'huile en réalité et qui contient du DHA originaire de micro-algues. Donc voilà les compléments alimentaires qui, eux, sont nécessaires chez les enfants végétaliens ou ça peut s'étendre aux enfants végétariens, par exemple ceux qui ne mangent pas de viande et de produits laitiers. On leur donne, c'est pas la peine de leur donner s'ils mangent des œufs, s'ils mangent d'autres produits du poisson, c'est pas la peine de leur donner de la B12, c'est pas la peine de leur donner du DHA. Donc on peut décliner ça, le fer c'est la viande, le calcium, les produits laitiers, la vitamine D ça va avec, la B12 c'est tous les produits d'origine animale et le DHA c'est le poisson. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? La seule supplémentation qui est indispensable chez tous les enfants, c'est la supplémentation en vitamine D. Les autres compléments nutritionnels n'ont franchement pas fait la preuve de leur efficacité. Hein. J'ai essayé d'être exhaustif, j'ai rien trouvé d'autre sur les autres compléments nutritionnels. Et donc, ces très nombreuses vitamines que vos patients vous demandent pour augmenter l'appétit, parce que l'enfant est fatigué, parce qu'il est pâle, sachez que non seulement ça sert très probablement à rien, mais surtout, et c'est peut-être ça qui est le plus inquiétant, c'est que ça peut favoriser les surdosages en vitamine D, on en a parlé, mais aussi en vitamine A. Le surdosage en vitamine A existe. Et quand on a une supplémentation en vitamine D, plus les compléments nutritionnels qui contiennent plein de vitamines, dont la vitamine D,
Encore une fois, non seulement on n'a pas d'effet bénéfique, mais on peut avoir un effet délétère. Je vous remercie. Merci, professeur Tougnon, pour ces présentations très intéressantes. Et je voudrais juste poser une petite question il y a de plus en plus de mise sur le marché de produits de compléments alimentaires. Quels critères de choix pour une prescription optimale? Aucun. On ne prescrit jamais de compléments alimentaires. Voilà. C'est du commerce, ça ne sert à rien, sauf dans des situations, j'ai pris l'exemple du végétalisme, parce que si vous avez un enfant végétalien, si vous avez un enfant qui consomme zéro végétal, dans ce cas-là on peut ajouter la vitamine C, mais tous les autres compléments alimentaires n'ont aucun intérêt, aucune indication. La parole est à On va peut-être vous donner le micro, parce que moi je vous entends, mais tout le monde ne vous entend pas. Merci beaucoup. En fait, je voulais revenir sur l'huile de foie de morue qui était préconisée par Maman Trousseau il y a quelques années, enfin quelques dizaines d'années, qui apportait quand même la vitamine A, la vitamine D et les oméga 3. Alors, est-ce que c'est le risque de surdosage ou est-ce que c'est le goût assez atroce? Pourquoi l'a-t-on complètement abandonné? Quand je fais mon topo sur le DHA, je parle de l'huile de foie de morue, parce que moi j'ai eu de l'huile de foie de morue, j'ai eu de la cervelle, qui n'est plus non plus utilisée. Peut-être que je ne serais pas devant vous aujourd'hui si je n'avais pas eu tout ça, je remercie mes parents. Et pour le goût, moi je l'avais en suppositoire. Donc ça permettait, quand je ne voulais pas mettre en suppositoire, mon père me disait dans ce cas-là, tu prends la cuillère de l'huile de foie de morue, et comme vous le dites, c'est absolument infect, donc je mettais mon suppositoire. Effectivement, une cuillère à café par jour, 6 jours par semaine, permettent d'assurer les apports en DHA et en vitamine D. Donc c'est dommage qu'on ne soit pas revenu. Alors, le problème de la vitamine D, c'est qu'effectivement, il y a un risque de surdosage maintenant qu'on les supplémente. Mais à l'époque, il n'y avait pas de supplémentation. Moi, je n'ai pas eu de supplémentation en vitamine D, et l'huile de foie de morue remplaçait ça. Mais c'était vraiment infect. Donc ça a disparu à cause du goût, à cause du marketing des autres produits? Je pense tout ce que vous dites. Le goût, l'observation, c'était vraiment, vous en avez goûté, vous, de la foie de morue. Vous êtes d'accord, c'est infect, hein? Voilà. S'il vous plaît. Madame. S'il vous plaît, lors de la pandémie de Covid, la prescription de vitamine D et de vitamine C est systématique, voire de zinc. Est-ce que c'est basé sur des études? Qu'en pensez-vous? Merci. Alors pour la vitamine C, il n'y a rien eu. Il y a le seul complément, parce qu'on a utilisé beaucoup de choses pendant la pandémie, le seul où on avait des suspicions, peut-être qu'Agnès d'ailleurs c'est ça mieux que moi, il y a eu quelques éléments pour penser que les gens carencés en vitamine D pourraient faire des formes plus sévères de Covid. Maintenant, il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'études en double aveugle contre placebo pour montrer que ça prévenait ou que ça diminuait les formes sévères, à moins que Agnès tu es là. Voilà. Donc voilà, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que la carence doit être combattue, et j'ai vu d'ailleurs que dans la salle, il y en a beaucoup qui étaient carencés, puisque la majorité ne prennent pas de vitamine D, peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez prendre de la vitamine D. Tous les 3 mois? une question. Pour revenir au nourrisson, quel est le schéma idéal pour supplémenter en vitamine D avec des doses de charge et non pas des doses quotidiennes? Mais c'est ce que je vous ai dit, si vraiment il y avait la dose de charge la plus large, c'est 80 à 100 millilitres 2 fois par an. Donc chez le nouveau-né. Ah, vous parlez du nouveau-né? Ah, du nouveau-né. Bah, pareil, mais l'idéal, ce serait quotidiennement. Mais si vraiment vous ne pouvez pas. T'es d'accord, Agnès? 80 à 100 millilitres 2 fois par an. Sauf 2 fois par an, sauf chez les enfants à risque, on double. À la naissance et à 6 mois? Agnès? 100 000? 80 000. Donc, on va passer à la prochaine communication. La prévention de l'obésité est-elle efficace? Voilà pas. Si on peut avoir, voilà. Pour rechercher les anciens articles qui parlaient de prévention de l'obésité. Alors,
le résumé le plus ancien que j'ai trouvé, parce que ça a commencé en 63, hein, les premiers articles, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, mais le premier résumé que j'ai pu voir, vous voyez, c'est un fantasme qui a plus de 50 ans. Prévenir l'obésité, vous voyez, l'obésité, on peut prévenir l'obésité, ça ne veut pas dire que tout le monde doit se préoccuper de son poids et de son alimentation. C'est intéressant ce qui a été dit là. Vous voyez, à 50 ans, on craignait qu'en faisant la prévention de l'obésité, l'alimentation devienne une obsession. Eh bien, on avait raison. C'est devenu une obsession. Et je pense que la prévention de l'obésité y est pour quelque chose. On disait qu'il fallait commencer très très tôt, dès l'enfance, et que tout le monde devait participer. Alors, très rapidement, vous voyez, on était en 72, on passe en 76, et on a un doute. Premier travail, les enfants ont suivi les recommandations pour essayer de prévenir l'obésité, et vous voyez, bien malgré un contrôle assez intense des pratiques alimentaires chez l'enfant, les résultats ne sont pas très brillants. Donc les premiers doutes s'installent, mais malgré tout, le fantasme perdure. On est en 1984, et là, on recommence. Vous voyez, 1984, on retrouve aujourd'hui, les gens ils réinventent le fil à couper le beurre, hein. Surtout de plus en plus de gens qui ne connaissent rien à l'obésité parlent de l'obésité, et donc ils croient à chaque fois avoir découvert la nouveauté. Vous voyez, une bonne nutrition pendant la grossesse, l'allaitement, l'introduction pas trop tardive, pas trop précoce de la diversification, des bonnes habitudes alimentaires, de l'exercice physique, encourager les comportements qui améliorent. C'est de 1984. Vous retrouvez la même chose en 2022. Alors, première méta-analyse, 1999, donc vous voyez, il y a... Je ne vais pas faire tous les ans comme ça, hein, je vous rassure. Première méta-analyse sur la prévention de l'obésité. Et là, regardez, ils ont fait une recherche de la littérature de 1965 à 1999. Et ils sont embêtés parce que ça ne marche pas du tout. Vous voyez, l'efficacité n'a pas été établie, mais ils ne le disent pas clairement, parce qu'ils se disent on ne peut pas quand même revenir là-dessus. Je vous passe toutes les autres méta-analyses qui étaient beaucoup plus politiquement correctes et qui terminaient toujours par une efficacité, et qui est résumée dans la toute dernière méta-analyse, 2019, qui clairement dit, bon, entre 0 et 5 ans et entre 13 et 18 ans, ça ne marche pas. La cible, c'est les enfants de 6-12 ans. Vous voyez, la prévention à la télé, les messages, l'éducation nutritionnelle à l'école. Donc 20 travaux, 24 000 enfants. C'est statistiquement significatif. Mais regardez le résultat. Donc j'ai pris un enfant de 9 ans, c'est-à-dire entre 6 et 12 ans, il pèse 120 grammes, une diminution de 120 grammes pour un garçon de 27 kg. Je vous rappelle le principe des statistiques. Vous prenez la moitié, 12 000 enfants qui ont eu une prévention. Ils ont tous maigri d'1 gramme. Vous prenez 12 000 enfants qui n'ont pas eu de prévention, ils ont tous grossi d'1 gramme. Le petit P sera moins 10 puissance 14. Donc, 10 puissance moins 14. Donc, c'est le problème des statistiques. C'est statistiquement significatif, cliniquement insignifiant. Donc, clairement, la dernière méta-analyse ne montre pas ça. Alors, on se dit, bah oui, mais c'est surtout les familles précaires qui sont concernées. Il faudrait se concentrer sur elles. Alors voilà un travail relativement récent, publié dans un grand journal, le JAMA, magnifique travail, qui s'est intéressé aux jeunes enfants. Vous voyez, 304 enfants de 3 à 5 ans, chez lesquels une prévention, on va voir ensemble comment ça a été fait, avec 306 témoins qui n'ont pas eu de prévention. Ils n'étaient pas obèses, c'était les familles défavorisées de Nashville. Regardez l'énergie dépensée. Formation hebdomadaire de 90 minutes pendant 12 semaines. Vous multipliez 90 minutes par 12 et par 304. Puis coaching mensuel par téléphone pendant 9 mois, puis entretien mensuel, les parents bien évidemment, par courrier ou appel téléphonique, le tout pour une durée de 3 ans. Ai-je besoin de vous traduire la courbe? Alors on se dit, c'est peut-être pas la bonne cible. La bonne cible, c'est pendant la grossesse. La maman est à la maternité, elle est très concentrée sur le bien-être de son enfant, donc c'est là la cible. Voilà une étude très bien faite par mon amie Sophie Parra, qui est une fille très très intelligente, qui est la responsable de la maternité de Port-Royal, qui est la plus grande maternité d'assistance publique. Elle a fait une magnifique étude multicentrique. Vous
voyez, regardez, elle a pris des mères avec un IMC supérieur à 25 pendant la grossesse, donc qui étaient en surpoids. Elles ont eu une éducation nutritionnelle à 21 semaines, 28 semaines, 35 semaines et à 2 mois après l'accouchement, et avec 2 groupes randomisés, prévention versus témoin, et les enfants ont été évalués à l'âge de 2 ans. Il y avait une tendance quand même à une amélioration dans le groupe prévention, mais aucun des critères pris n'était significatif. Et la conclusion est, ça ne marche pas. Alors non seulement ça ne marche pas, mais en plus ça peut avoir des effets paradoxaux. Voilà une étude encore très bien faite, contrôlée, randomisée, 802 enfants. Ils ont eu une prévention de l'obésité de la mère pendant la grossesse et pendant les 2 ans suivant l'accouchement. Alors il y avait 4 groupes. Un groupe témoin, un groupe que j'ai appelé AAA, donc on leur parlait d'alimentation, d'activité physique et d'allaitement, on promouvait l'allaitement. Un groupe sommeil, on leur parlait juste de sommeil, et un groupe qui associait alimentation, activité physique, allaitement et sommeil. Donc on compare aux témoins avec l'évolution du Z-score à 5 ans. Alors il y a une seule chose qui est significative, vous voyez, c'est le groupe AAA. Le problème, c'est que ce n'est pas dans le bon sens. Les enfants qui ont eu cette prévention-là sont plus gros que les autres. Alors bien évidemment, c'est sûrement un biais, hein, mais vous voyez, un effet paradoxal. Alors comme je vous l'ai dit, bon, soyons clairs, hein, ça n'est pas efficace. Ces actions de prévention collective ne sont pas efficaces, mais je pense que ça a largement contribué, du moins en France, mais probablement ailleurs aussi, à l'aggravation de la souffrance des familles obèses. Vous voyez, c'est dans le métro parisien, c'était il y a de nombreuses années, on les gonfle, et un jour ils en crèvent, stop à l'obésité infantile. Donc on accuse les parents d'être responsables de l'obésité de leur enfant. Et on a vu exploser, moi je m'intéresse à la nutrition depuis 32 ans, et j'ai vu exploser les troubles du comportement alimentaire. On parlait du végétalisme tout à l'heure, mais ce n'est pas le seul. Et avant on voyait les troubles du comportement alimentaire chez l'adolescent, on les avait ensuite chez les enfants, et maintenant on les voit chez les nourrissons, induits par les parents bien évidemment. Donc tous ces messages qui, vous voyez, ont plus de 50 ans, non seulement ils ne sont pas efficaces, mais ils sont délétères. Vous voyez, je ne suis pas le seul à le penser, puisque dans cette éditoriale du JAMA Pédiatrique, hein, qui est quand même une bonne revue et assez récente, qui accuse peut-être les messages publics qu'on entend, non seulement de ne pas avoir de bénéfices, mais peut-être d'avoir des effets délétères. Et parmi les effets délétères, voilà un enfant que nous avons eu dans le service. Donc Léa, 2 ans, premier enfant, qui vient pour un retard staturo-pondéral. Je vais vous montrer sa courbe tout à l'heure. Les parents sont enseignants, ils sont minces, hein, comme vous le voyez. La maman est très bio, donc allaitement exclusif pendant 6 mois, lait infantile bio, diversification à 6 mois, surtout pas de petits pots du commerce qui contiennent plein de toxiques, une alimentation strictement bio, pas de sucre, pas de graisse, jamais de biscuits, jamais de viennoiserie, jamais de boissons sucrées. Ce qui est embêtant, c'est que les institutions ont donné les mêmes recommandations là, tout récemment. Et quand on lui parle, on lui dit, elle dit ah non, elle a tendance à avoir trop bon appétit, je la limite, je ne veux pas qu'elle devienne obèse. Ça, c'est un truc que je ne voyais pas il y a 30 ans et qu'on voit de plus en plus. Alors, voilà sa courbe quand elle arrive dans le service. Vous voyez une cassure pondérale très nette avec une cassure staturale qui succède à la cassure pondérale. Alors, devant cette courbe, je dis voilà une forme typique de maladie cœliaque. On lui fait un bilan strictement négatif. Et la diététicienne estime ses ingestats qui sont à 700-900. Elle a 2 ans, elle devrait manger 1200. Mais surtout pour une enfant malade, on est étonné parce qu'elle saute sur le biberon, elle saute sur les aliments, elle mange de manière affamée. En réalité, qu'est-ce qu'elle avait? Elle était simplement en restriction. Il a suffi qu'on lui redonne à manger à sa faim pour qu'elle rejoigne la courbe génétique qu'elle avait et qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Voilà des choses qu'on voit de plus en plus avec cette obsession du risque d'obésité, qu'elle n'avait aucun risque, elle, hein, de devenir obèse. Alors, je n'aime pas parler d'argent parce que si la santé a un coût, elle a un prix, mais on dépense quand même beaucoup d'argent. Quand M. Obama a été élu, donc il y a de nombreuses années, sa femme, Michelle Obama, d'ailleurs quand j'ai lu ça, je me suis dit, je peux mal comprendre l'anglais, a eu comme objectif de faire disparaître l'obésité infantile aux États-Unis. C'est comme si je voulais faire disparaître la pluie en France. En Bretagne, c'est encore plus dur. C'est impossible. Elle a dépensé 1,2 milliard de dollars sans aucune efficacité. On a beaucoup critiqué le président Trump, mais lui, il a arrêté ça. Je ne sais pas si Biden l'a repris. Ça, c'était, j'allais dire, la grande presse, mais il y a eu une publication australienne
voyez, les enfants ont pris, les auteurs ont pris la prévention qui avait été faite en Australie chez les enfants de 5 à 18 ans. J'ai traduit, c'était des dollars australiens, je les ai traduits en millions d'euros. Ça a coûté 265 millions d'euros. Quand on lit la conclusion, les auteurs disent, bon, ça nous a coûté cher, mais on a gagné énormément d'argent parce que c'est autant d'enfants qui ne deviendront pas obèses à l'âge adulte. C'est faux. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que ça n'est pas parce qu'ils ne sont pas obèses durant l'enfance qu'ils ne seront pas à l'âge adulte, et inversement. Et surtout, il dit c'est efficace. Non seulement on a prévu ça, mais en plus c'est efficace. Regardez, c'est moins 0,07 de Z-score. Toujours la même chose, significatif statistiquement, mais pas cliniquement. Ça correspond à une diminution de 200 grammes chez les enfants obèses à l'âge de 11 ans. Donc, une gâchis d'argent public. Enfin, dernier point, peut-être qu'il faut s'intéresser aux enfants à risque. La majorité des enfants n'ont aucun risque de devenir obèses. Donc, donner des messages à tous les enfants alors que la majorité n'a aucun risque, c'est peut-être idiot. Et c'est pour ça que, à La Réunion, sur l'île de La Réunion, donc, qui est un département français, j'ai mis en place ce travail avec l'Organisation régionale de la santé locale. Donc, vous voyez, on a dépisté les enfants en grande section de maternelle. Tous les enfants, avant de rentrer au cours préparatoire, voient un professionnel de santé, rarement un médecin, mais au moins une infirmière qui pèse et qui mesure. Et donc, la courbe était faite et on incluait les enfants qui avaient l'un des deux parents qui avait un IMC supérieur à 27, c'était pour sensibiliser l'étude, et un rebond précoce de l'IMC. C'est-à-dire qu'il avait avant 5 ans par définition, puisqu'ils avaient 5 ans. Ils devaient être randomisés et on avait calculé les effectifs pour avoir 150 enfants pris en charge par les médecins du REPOP, qui est un réseau obésité local, et le double non pris en charge, et on avait de l'argent pour les évaluer au bout de 3 ans. Le problème qu'on a eu, c'est que la grande majorité des parents ont refusé. C'était les enfants qui n'étaient pas obèses, par définition, parce que c'était la prévention primaire. L'un des deux parents était gros. On avait beau leur dire, mais regardez, il y a un rebond précoce, vous êtes gros, on va vous faire une prise en charge gratuite. La majorité des parents ont refusé. J'ai prolongé l'étude de 1 année, puis à la fin on m'a dit, écoute, stop. Et donc vous voyez qu'on a inclus que 46 enfants dans le groupe pris en charge et 53 dans le groupe non pris en charge. Résultat, là encore, un résultat paradoxal. Ce qui est en rouge, l'évolution du Z-score de l'IMC qui compte. Comme vous le voyez, les enfants qui ont été pris en charge ont davantage grossi de manière significative que ceux qui n'avaient pas été pris en charge. Donc ça non plus, ça ne marche pas. Donc mon message, c'est qu'on a envie, quand on est médecin, d'être efficace. Malheureusement, on est devant une situation où on lutte contre la nature. L'obésité, c'est une maladie purement génétique. On lutte contre la nature. La maladie cœliaque que vous connaissez très bien, les enfants peuvent vivre sans gluten. On arrive à les mettre sous régime sans gluten. Là, avons notre capacité à prévenir l'obésité aujourd'hui, et la recherche doit se concentrer sur les recherches futures. Et je vous ai parlé d'histoire, je terminerai par l'histoire. Il y a très très longtemps, Hippocrate disait la même chose. C'est là que vient la fameuse phrase que vous connaissez tous, primum non nocere. Je vous remercie. Merci professeur Touillon pour cette présentation qui nous a permis de faire donc une mise au point et d'actualiser nos connaissances. Moi je voudrais juste poser une question. Un enfant obèse, est-ce qu'il faut le bilanter systématiquement? Surtout pas. Surtout pas. Il faut le bilanter dans des conditions un peu particulières. Vous me réinviterez l'année prochaine. Une question. Tout au fond. Quand on a une consultation des parents qui viennent avec leur enfant obèse, qu'est-ce qu'on va leur dire? Alors s'ils viennent pour ça, bah, vous allez les prendre en charge. Vous allez essayer de faire maigrir, le mettre sous régime, etc. Je vous raconterai ça la prochaine fois. La prochaine fois. J'ai envie de les inviter. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'il vient vous voir pour un vaccin, pour un rhume, pour une grippe, pour ce que vous voulez, il ne faut pas inciter les parents à le prendre en charge. Parce que, 1, vous allez perdre votre temps, et 2, et je pourrais vous le montrer si vous voulez, vous risquez d'avoir un effet délétère, c'est-à-dire en étiquetant l'enfant. Vous êtes docteur, vous êtes un dieu pour les parents, et donc vous allez étiqueter l'enfant obèse, et ça a des effets délétères, peut-être un peu moins ici, parce que ici on est moins grossophobe qu'en France. En France, on n'aime pas du tout les gros. Ici, ça commence à venir, vous aimez de moins en moins les gros, mais quand même, vous aimez encore
les gens qui sont un peu en chair, donc ne changez pas. Donc voilà, il ne faut pas inciter, il faut qu'ils viennent pour ça. Mais sinon, ne les obligez pas à traiter. Vous allez perdre votre temps et vous allez peut-être être délétère. Pour l'obésité génétique, est-ce que ça existe, familiale? Toutes les obésités sont génétiques, sans exception. Il y en a quelques-unes qu'on arrive à déterminer maintenant avec des monogéniques, mais dans les décennies qui viennent, vous allez voir qu'on va trouver tous les gènes qui sont à l'origine de l'obésité de l'enfant. Est-ce que vous avez fait des statistiques sur les gens végétaliens ou végétariens? Est-ce qu'ils ont moins d'obésité ou plus? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question parce que les végétaliens sont d'un niveau social très élevé. Et oui, on trouve parfois qu'ils sont un peu moins gros, mais je ne suis pas sûr que ce soit le végétalisme. C'est les gens qui sont en restriction, qui font très attention à ce qu'ils mangent et qui sont d'un milieu social élevé où on sait qu'il y a moins d'obèses. Merci. Une dernière question. Merci de cette très très belle présentation. Finalement, il y a peu de solutions. Et ma question, c'est par rapport à l'apport affectif de la maman. Est-ce que des études ont été faites pour évaluer un peu cette donnée? Est-ce qu'elle est corrélée à l'obésité, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas eu assez d'affection par séparation, par éloignement de la maman dans le travail prolongé, par des choses comme ça. Et ces enfants cherchent du bonheur et un petit remplacement. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui font que ces enfants, en manque d'affection, deviennent plus obèses? Merci. Alors, c'est une question très importante, je vais répondre rapidement. Les enfants en manque d'affection et de manière générale, les enfants qui ont un choc psychologique deviennent anorexiques. La majorité maigrissent. Certains vont grossir. Quand on a une prédisposition génétique, on ne l'exprime pas dans 100% des cas. Il faut un facteur déclenchant. Et le choc psychologique peut être un facteur déclenchant. Mais je le répète, la majorité des enfants qui ont un choc psychologique deviennent anorexiques et maigrissent. Voilà. Donc le côté affectif, ça peut être un facteur déclenchant, oui. Oui. Je pense que pour tout enfant qui se présente dans notre cabinet pour une obésité, il faut s'assurer vraiment que c'est une obésité. Ce n'est pas un tableau d'hypercorticisme. Parce que ça peut être une maladie de Cushing ou un syndrome de Cushing. Là, la taille est très importante. Alors, si les petites de taille, c'est plus... Je vais vous répondre. Si la taille est bonne... Alors, vous avez raison. En cas de cassure staturale, quelle que soit la corpulence, vous allez rechercher une endocrinopathie, qu'il soit maigre ou gros. 32 ans que je vois les enfants obèses. Je ne suis pas un service d'endocrino, je suis un service de nutrition. 32 ans, on a vu 10 000 enfants obèses. Ils ont tous un dosage endocrinien, soit fait par le médecin, soit qu'on fait quand on les hospitalise. Je n'ai encore jamais vu une endocrinopathie révélée par une obésité. Il me reste 9 ans de carrière. J'espère terminer ma carrière sans jamais avoir vu une obésité révélée par une endocrinopathie. Merci professeur Toulion, merci à l'assistant. Et madame, je vais avec la session vaccinologie.